Alors je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que j'ai à intervenir au sein de ce colloque, et je remercie infiniment Pierre Privat et les collaborateurs de m'y avoir convié. En même temps, je voudrais dire toute la tristesse que j'ai de ne pas pouvoir y être en chair et en os, si on peut dire les choses de cette manière-là. C'est ce genre de défection auquel je ne suis pas du tout habitué, et vraiment, je le regrette. Je le regrette d'autant plus que je me mets hors du groupe pour parler du groupe, et qu'il y a là évidemment quelque chose d'un tout petit peu paradoxal. Mais Pierre Privat a eu la gentillesse d'insister en me disant que c'était peut-être mieux de me filmer que de simplement lire un texte, et j'ai finalement pensé qu'il avait sans doute raison. Alors, le sujet dont j'ai la charge de traiter est la question de l'émergence de la pensée et du langage dans les groupes de tout petits. C'est un sujet évidemment important sur le plan clinique, important sur le plan thérapeutique, important aussi sur le plan théorique. Et personnellement, dans cette réflexion, il y a déjà plusieurs années, j'avais été très stimulé par un article de Simone Urvan, paru en 1995, je crois, dans la revue Groupe, un article qui s'intitulait « Émergence du langage dans un groupe analyse d'enfants autistes et psychotiques » et qui est un texte tout à fait important, à mon avis. J'en profite au passage pour dire que j'ai la chance depuis plusieurs années à Saint-Vincent-de-Paul d'abord, puis à Necker, de travailler avec Simone Urvan, qui est vraiment une personne extrêmement précieuse pour chacun d'entre nous et pour l'équipe, c'est-à-dire pour le groupe des professionnels qui m'entourent aujourd'hui à Necker. Et bien entendu, ma réflexion s'inspire aussi de tout ce que des auteurs comme Geneviève Hague et Didier Houzel ont pu m'apporter dans ce domaine, et j'essaierai donc de faire ressortir deux, trois lignes de force de la réflexion. D'abord, je voudrais essayer de montrer comment le groupe est important, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les professionnels, pour nous, pour penser le bébé. C'est très important de penser ensemble le bébé, dans sa clinique, dans sa thérapeutique. J'essaierai ensuite de dire quelques mots concernant la question de l'intersubjectivité par rapport à l'émergence de la pensée et du langage, parce que la question de l'intersubjectivité est posée de manière très centrale dans le groupe. Et enfin, je terminerai en évoquant l'expérience de Logzi, dont je reviens d'ailleurs il y a quelques semaines. Depuis assez peu de temps, j'ai accepté la présidence de l'association Picler-Logzi de France, et à la suite de Geneviève Appel et Françoise Jardin, et je voudrais dire combien cette expérience peut faire penser justement à l'impact du groupe dans la construction même de la personnalité de l'enfant. Alors tout d'abord, il me semble effectivement très important de pouvoir penser le bébé en groupe pour aider peut-être le bébé à penser le groupe et dans le groupe, c'est-à-dire à se construire. Je fais souvent remarquer que la méthodologie d'Esterbeek, par exemple, la méthodologie de l'observation directe, a été une des premières à inscrire officiellement un temps groupal, puisque après le temps de la séance, il y a ensuite le temps de la prise de notes, puis le temps groupal. Esterbeek ne s'est jamais, je crois, enfin, à ma connaissance, explicitement exprimé sur l'importance du groupe par rapport aux questions qui sont abordées au cours de ce colloque, mais il me semble qu'elle a eu l'intuition là que le penser en groupe autour du bébé était extrêmement important pour les professionnels, pour l'observateur, pour le groupe, mais probablement pour le bébé lui-même, par ricochet, en quelque sorte. Je saisis aussi l'occasion pour rappeler que le troisième réseau INSERM bébé, qui avait été dirigé pendant quelques années par Martine Lamour et Michel Maury, avait été consacré à la question de penser le bébé en groupe, et il a fait l'objet d'une publication, je crois, assez intéressante aux presses universitaires de France. En effet, dans le groupe, il y a des choses qu'on peut penser tout seul, à propos du bébé, bien entendu. Et il faut le faire. Mais il y a aussi des choses auxquelles on ne peut penser, ou qu'on ne peut élaborer, qu'on ne peut percevoir que dans un fonctionnement groupal. Probablement parce que le groupe, par ses effets d'enveloppe,
par ses effets de contenance, par ses effets de transformation, par ses effets peut-être d'identification régressive aussi, nous remet en contact avec certains processus qui sont à l'œuvre dans le fonctionnement psychique du bébé, notamment dans les premiers temps de son autogenèse. J'aurai l'occasion sûrement d'y revenir un petit peu plus loin, mais par exemple les phénomènes d'adhésivité, les phénomènes de projection, la construction des enveloppes nous fait bien sûr raisonner avec ce qui se passe pour le bébé lui-même au moment où il est en train de construire ses enveloppes corporelles d'abord, puis ses enveloppes cutanées, ses enveloppes groupales, au moment où il est lui-même en train de mettre en fonction ces identifications adhésives, ces identifications projectives. Le fait pour les adultes de penser en groupe autour du bébé, je crois, nous donne accès par identification à ce qui se passe lui-même chez le bébé. On pourrait d'ailleurs également se référer à l'article de Freud sur la négation, cet article de 1925, relativement court mais tellement riche, qui montre aussi comment le travail de démarcation entre le dedans et le dehors, qui est un temps fondamental de la construction de l'enfant, puisque dans un premier temps, il va avoir à accepter ce qui est source de plaisir et à éjecter, je ne dis pas projeter, mais éjecter ce qui est source de déplaisir. Ce temps est fondamental pour le bébé et il y a bien sûr au niveau du groupe quelque chose qui peut se rejouer de ce double mouvement de différenciation. Alors il est vrai malgré tout qu'il y a une vingtaine d'années, quelqu'un comme René Caës, j'imagine qu'il ne dirait plus les choses exactement de la même manière aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, quelqu'un comme René Caës avait écrit dans un article tout à fait intéressant qui s'appelait le groupe négatif. Il avait montré comment, à cette époque-là, la psychanalyse pouvait tenir un petit peu le groupe, mettre à l'index en question le groupe, comme s'il y avait une difficulté ou une impossibilité, une incompatibilité entre l'approche psychanalytique proprement dite et le fonctionnement groupal. Et il s'était amusé à montrer comment la psychanalyse comment dans l'histoire de la naissance de la psychanalyse, il y avait au fond trois refus successifs du groupe dans ce mouvement des idées. Mais ce qu'on peut dire du groupe à propos des sujets différenciés est probablement tout à fait différent de ce qu'on peut dire du groupe à propos des bébés, c'est-à-dire des sujets encore indifférenciés, en cours de construction, en cours de formation. Et depuis une vingtaine d'années, les thérapeutiques groupales, les approches groupales, les réflexions groupales sont évidemment en pleine expansion, en plein essor. De l'article de Simone Urvan dont je parlais tout à l'heure, j'extrairai simplement les 4 grands maillons par lequel le groupe, ce qu'elle et Geneviève ont pu appeler le groupe analyse, les 3 ou 4 grands maillons par lesquels l'effet thérapeutique peut se jouer auprès des bébés. En ce qui concerne l'engendrement du sens, le surgissement de la pensée et l'émergence du langage, précisément, puisque c'est là le sujet dont je dois parler. Et je résume bien entendu beaucoup, mais Simone Urvan dans cet article insistait sur l'intérêt du groupe parce que dans le groupe, les bébés, les enfants, expriment très vite et très souvent leur désir de communiquer des états psychiques et des informations. Il y a là une espèce d'utilisation implicite du groupe par les enfants pour figurer, pour mettre en corps, pour mettre en acte, plus tard peut-être pour mettre en mots, mais en tout cas pour figurer quelque chose de leurs états psychiques. On sait aujourd'hui que cette notion d'état psychique, cette notion d'état mental est évidemment tout à fait centrale. Dans cet article, Simone Urvan insistait aussi sur la nécessité pour les enfants d'avoir affaire à un objet contenant dans son rôle conjugué de réceptacle et de transformateur, et il est évident que le groupe apporte un objet de ce genre, notamment par analogie avec l'expression guyannienne de capacité de rêverie maternelle. Il y a dans le groupe une capacité de rêverie collective qui est tout à fait centrale.
Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais par exemple, à la Tavistock Clinique, un certain nombre de consultations parents-bébés se font en groupe parce que l'appareil psychique collectif, ce mot appellerait certainement un certain nombre de critiques, mais cet appareil psychique collectif est susceptible de remettre en route une capacité de rêverie collective à des dyades, à des triades, dans lesquelles la capacité de rêverie maternelle a pu faire défaut. Le troisième axe de réflexion qu'elle soulignait dans cet article, qui est d'ailleurs un corollaire assez direct du précédent, c'est que cette présence d'un objet contenant et conteneur va permettre à l'enfant justement d'introjecter ses fonctions de contenance et ses fonctions de transformation à un âge où, bien entendu, par la parole, les choses sont peut-être un petit peu moins directement accessibles. Et enfin, elle pointait que dans le groupe vont pouvoir se mettre en place l'acquisition d'équivalents symboliques, puis d'une symbolisation. Le groupe fonctionnant au fond comme une espèce de théâtre pour la pensée, et depuis quelques années, là aussi se trouve en plein essor l'étude de ce qu'on appelle les figurations corporelles pré-symboliques, corporelles ou interactives pré-symboliques, qui dans la clinique du bébé sont tout à fait essentielles. Voilà, donc je pense que penser le bébé en groupe est vraiment important pour nous, adultes, mais pour encore une fois se mettre en résonance avec certains aspects du processus psychique des bébés eux-mêmes, mais ce faisant, il me semble qu'on aide précisément les bébés à penser le groupe et à penser dans le groupe, et donc à mettre en place les bases de leur appareil psychique, de l'émergence de leur pensée et de leur langage. Alors, je voudrais maintenant essayer de m'arrêter un petit peu sur le concept d'intersubjectivité, qui est si à la mode en ce moment, mais auquel je crois le groupe apporte aussi une piste de réflexion tout à fait importante. Le terme d'intersubjectivité n'est évidemment pas un terme ni métapsychologique, ni même psychanalytique. C'est un terme qui permet en ce moment un dialogue quand même très fécond entre les psychanalystes et des représentants d'autres disciplines, je pense même aux représentants des neurosciences, et il appelle, je crois, quelques commentaires à ce propos. C'est un petit détour que je vais faire, mais dont vous allez voir, j'ai besoin ensuite pour montrer comment le groupe permet à l'enfant soit de construire son intersubjectivité, soit au contraire de la remettre un petit peu en jeu de manière dynamique et constructive. L'intersubjectivité représente certainement un ensemble de processus complexes, mais le but du mouvement d'accès à l'intersubjectivité est finalement assez simple à énoncer. C'est au fond l'ensemble des processus qui vont permettre à l'enfant, au bout d'un certain temps, je reviendrai sur cette question du délai, de ressentir, d'éprouver, d'intégrer, de vivre très profondément que lui et l'autre, ça fait deux. Alors c'est simple à dire, c'est pas forcément simple à faire, et d'ailleurs si 99% des enfants arrivent tout à fait bien à mettre en place leur intersubjectivité, ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'un processus simple. C'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait général, ça, dans la clinique de l'enfance. Ce n'est pas parce que les processus sont fréquents, fréquemment réussis, qu'ils sont simples pour autant. En tout cas, ce mouvement va donc permettre à l'enfant de se sentir exister en tant que lui-même, distinct de l'autre, séparé de l'autre, différencié de l'autre. C'est au fond la mise en place de l'identité individuelle, qui va être en dialectique, bien sûr, très vite, avec la notion d'identité groupale, précisément. Freud, en 1914, dans son article sur le narcissisme, insiste bien sur ces deux niveaux de l'identité, le niveau individuel et le niveau groupal, qui sont en interrelation. Se sentir exister individuellement dans un groupe est une chose, se sentir exister dans le groupe est une autre chose, et il y a un équilibre dynamique à trouver entre ces deux niveaux d'identité, parfois un équilibre parfois conflictuel, mais toujours évidemment important.
Sans ce mouvement d'accès à l'intersubjectivité, sans cette différenciation qui permet à l'enfant de ne plus se sentir collé à l'autre, englouti dans l'autre, inclus dans l'autre, il n'y a évidemment aucun moyen de penser l'objet, aucun moyen de penser à l'objet, aucun moyen de parler l'objet et aucun moyen de parler à l'objet. On voit donc que ce mouvement d'accès à l'intersubjectivité est crucial pour l'émergence de la pensée et du langage, et je voudrais montrer que le groupe apporte quelque chose à ce mouvement. Actuellement, on dispose de 3 grands modèles d'accès à l'intersubjectivité. Le modèle psychanalytique, bien entendu, j'irai assez vite là parce que je crois que ce sont des éléments qui sont bien connus, mais je voudrais surtout insister sur le 3e modèle qui est un petit peu plus récent. Le modèle classique psychanalytique nous dit au fond que l'intersubjectivité, encore une fois, la psychanalyse ne parle pas directement d'intersubjectivité, qui réfère peut-être plus à l'interpersonnel qu'à l'intrapsychique, mais enfin, en tout cas, dans les modèles psychanalytiques classiques, cette intersubjectivité, si intersubjectivité il y a, n'est acquise que secondairement. On pourrait parler d'une intersubjectivité secondaire qui dérive, qui s'organise à partir d'un premier temps, plus ou moins long, de fusion, de symbiose, de fusion entre l'enfant et l'objet primaire. Quand on dit intersubjectivité secondaire, ici il ne s'agit pas du tout de secondaire au sens d'accessoire, mais secondaire dans le temps, après un premier temps de fusion, pendant lequel la question de l'objet, au fond, ne se poserait pas pour le bébé. Alors on a ça chez Freud, on a ça chez Spitz, bien entendu, avec le stade anobjectal. On avait cela aussi chez Margaret Mahler, avec sa phase autistique du développement. On pourrait dire aussi qu'on a ça chez Anna Freud, voire chez Winnicott, en lien avec le stade de dépendance absolue. Les grands modèles psychanalytiques classiques reposent au fond sur le dogme d'une indifférenciation initiale totale, à partir de laquelle il faut plusieurs mois, il n'y a pas de calendrier bien précis à donner évidemment, mais peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, pour que finalement le bébé se sente différent de l'autre. Et j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais probablement ce ressenti est d'abord sur le plan émotionnel, bien avant d'être sur le plan cognitif. Il s'agit de le sentir plutôt que de le savoir. Depuis que la psychologie du développement précoce s'est mise en place, qu'elle s'est considérablement développée, depuis l'expansion extraordinaire dans la dernière partie du XXe siècle de la psychiatrie du bébé, toutes les études sur les compétences précoces du bébé nous ont montré que finalement, il savait quasiment d'emblée percevoir, bien sûr, mais aussi se représenter ou se proto-représenter un certain nombre de choses, qu'il avait des capacités de mémoire, qu'il avait des capacités de se sentir l'agent de ses propres actions. Et au fond, un certain nombre d'auteurs ont été amenés à considérer qu'il n'y avait pas besoin d'attendre 6, 7 ou 8 mois pour que le bébé puisse ressentir l'autre comme un autre, et que peut-être il y avait une intersubjectivité primaire, c'est-à-dire immédiate, donnée d'emblée, qui lui permettait tout de suite de ressentir l'autre comme un autre. Je dois dire que ce modèle n'est pas forcé de convaincre tout le monde, mais il a surtout été développé par des chercheurs qui travaillant avec des bébés normaux, des bébés habituels, des bébés sains. Je pense en particulier à Stern, mais surtout à Colvin Trevarten, qui sont plutôt des chercheurs en laboratoire. Et c'est vrai que quand un bébé va bien, on a envie de lui prêter une capacité à l'intersubjectivité primaire immédiate. Surtout d'ailleurs quand c'est son propre enfant. Quand tout va bien, on a envie de se dire très vite qu'il nous reconnaît comme quelqu'un de distinct de lui. Mais c'est vrai que ce modèle n'est pas entièrement satisfaisant dès lors qu'on s'occupe de bébés qui ne vont pas bien, et je pense évidemment aux bébés qui s'engagent rapidement dans des pathologies archaïques, où sans doute le modèle dont je vais parler maintenant est plus efficace, pour lesquels le modèle est plus efficace. Ceci dit, avant de présenter ce 3e modèle, il est vrai que une chose pour un modèle est d'être utile, une autre est pour un modèle d'être valide. Et je crois que c'est difficile de se battre sur la validité des modèles, qui a raison dans l'absolu. Je crois que c'est une question qui n'a pas grand sens. Ce qui est important, c'est d'avoir des modèles qui nous sont utiles pour nous donner une cohérence de notre clinique et pour nous donner des pistes sur le plan thérapeutique.
Alors le troisième modèle qui se développe actuellement, je vais le résumer bien entendu, c'est celui sur lequel d'ailleurs notre programme de recherche à Necker est fondé, notre programme de recherche qui a été développé depuis quelques années avec Valérie Desjardins sur les précurseurs corporels et interactifs en première année de vie pour l'accès à la communication et au langage chez l'enfant. Ce modèle, au fond, est un modèle plus dynamique. Hein. Quand on est confronté à deux modèles, deux types de modèles, deux classes de modèles aussi opposés que ceux que je viens d'évoquer, il est important d'avoir peut-être, de rechercher non pas un consensus, ce qui évoquerait une espèce de diplomatie molle, mais plutôt quelque chose de plus dialectique, de plus dynamique. Alors ce troisième modèle, il cherche à nous montrer au fond que l'intersubjectivité va se développer secondairement, effectivement, mais pas à partir de rien, pas à partir d'une indifférenciation totale, à partir de petits moments d'intersubjectivité primaire qui sont sans doute possibles dès le début de la vie chez tous les bébés. On pourrait dire des petits noyaux, des petits germes d'intersubjectivité primaire, à partir desquels va se déployer, se stabiliser ensuite l'intersubjectivité secondaire. Pour dire les choses autrement, on pourrait dire que tout bébé qui arrive sur Terre a peut-être cette capacité immédiate, à certains moments de la journée, de ressentir que l'autre est un autre, mais ça ne tient pas. Ce sont quelques petits moments dans la journée, lors des moments interactifs forts, notamment au moment de la tétée, mais pas seulement, il y a d'autres moments interactifs forts pour un bébé dans la journée que la tétée. En tout cas, pendant les moments interactifs forts de sa journée, les moments de rencontre individuelle serrée, étroite, entre les adultes qui s'occupent de lui et lui, pendant ces moments-là, je montrerai peut-être comment dans un instant, il peut avoir le sentiment que l'autre existe, mais ça ne tient pas, ça retombe. Et s'il en reste là, il est autiste. Je force un peu le trait, mais s'il en reste là, il est autiste. Ce qui d'ailleurs va bien avec ce que quelqu'un comme Anne Alvarez et d'autres auteurs d'atavistes cliniques soulignent, qui est de dire que aussi autiste que soit un bébé, un enfant, il y a toujours de petites parties de sa personnalité qui ne sont pas autistes et qui renvoient peut-être à ces petits noyaux d'intersubjectivité primaire qui existent chez tous les enfants. Alors, évidemment, les thérapeutes, les psychanalystes d'enfants ont sans doute, et surtout ceux qui s'occupent d'enfants très gravement perturbés, ont besoin sans doute de penser, de croire aussi, qu'il y a des petites parties de la personnalité qui ne sont pas autistes, mais je pense que c'est au-delà simplement d'une croyance ou d'un espoir. Ça correspond, me semble-t-il, à ce qui commence tout doucement à se démontrer, de petits moments d'intersubjectivité primaire. Et je profite de l'occasion là pour signaler une espèce de symétrie, puisque Sidney Klein et Frances Tostin ont beaucoup insisté sur les îlots autistiques chez les sujets névrotiques. Et là, au fond, on aurait, chez les sujets autistes, des petits îlots non autistiques qui renvoient à ces noyaux d'intersubjectivité primaire, mais qui demandent encore à se déployer, à se développer et à se stabiliser. Si on prend le moment de la tétée, je crois qu'on peut s'y arrêter un instant parce qu'il y a quand même là une occasion de rencontre très très intéressante entre les réflexions psychanalytiques et les apports actuels des neurosciences. On pourrait dire que au moment de la tétée, on pourrait rappeler que la tétée a été décrite par Donald Meltzer comme un moment d'attraction consensuelle maximum. Hein, et chaque mot compte là. Attraction, c'est en anglais to be attractive, c'est au sens fort être séduisant. Peut-être pas séducteur, mais séduisant. C'est toute la théorie de la séduction de Jean Laplanche qui se profile derrière ce terme-là, avec cette idée forte que dans ces moments de rencontre, il va y avoir une co-construction véritablement du système pulsionnel par l'adulte et le bébé. Consensuel est peut-être le mot qui a été le moins bien traduit. On aurait peut-être dû dire consensorialité, parce que c'est le moment où l'enfant sort du démantèlement pour articuler, mettre ensemble, intriquer les différents flux sensoriels qui émanent de l'objet et qui lui parviennent. Consensoriel aurait été acceptable aussi, mais probablement le mot consensualité a été retenu parce qu'il y a en filigrane toute la problématique de la sensualité autistique sur laquelle Frances Tostin a beaucoup insisté. Le troisième thème est plus simple, maximum. Alors, attraction consensuelle maximum, ça veut dire qu'au moment de la tétée, le bébé est capable de prendre ensemble
les images qui viennent de la mère, le toucher qui vient de la mère, le goût du lait, l'odeur du lait, le rythme des mouvements, le holding, et d'articuler ensemble tous ces flux sensoriels, alors qu'en dehors des moments de la tétée, au contraire, il va repasser dans un fonctionnement démantelé en privilégiant tel ou tel flux sensoriel plutôt que tel autre. C'est très important parce que depuis quelques années, ces réflexions post-kleiniennes trouvent un écho absolument imprévu, mais formidable, avec les travaux des cognitivistes, notamment ceux d'Arlette Streri, qui ont montré que pour pouvoir ressentir un objet comme extérieur à soi-même, il faut le percevoir par au moins 2 canaux sensoriels à la fois, éventuellement 3, 4 ou 5, mais en tout cas plus qu'un. Au moins 2. Au moins 2. Autrement dit, si on ne perçoit un objet que par un seul canal sensoriel à la fois, très vite, eh bien, on ne ressent plus l'objet comme extérieur à soi. En revanche, dès qu'on rajoute un canal sensoriel, immédiatement l'objet reprend son extériorité. Alors ça donne évidemment une vision un petit peu plus... comment est-ce que je pourrais dire? Une vision peut-être un petit peu plus nostalgique de la tétée, parce que évidemment la tétée est un moment d'investissement mutuel incroyablement fort entre la mère et le bébé qui sont attirés l'un vers l'autre, et on avait peut-être tendance à penser que c'est peut-être le moment où il y a le plus de fusion entre eux, alors que ces réflexions que je viens de présenter rapidement nous permettent de penser que c'est au moment de la tétée et des autres moments interactifs forts que le bébé va ressentir la mère comme la plus extérieure à lui. C'est-à-dire qu'il s'accroche peut-être au sein parce que c'est le moment où il commence à le sentir un petit peu différencié de lui grâce à l'articulation, grâce au mantèlement, grâce à la commodalisation des différents flux sensoriels qui émanent du sein. Alors je vais m'arrêter là sur ces 3 modèles parce que si j'ai fait ce petit détour, c'est pour dire qu'une fois que cette intersubjectivité est acquise, ça n'est pas une conquête stable, statique et définitive. C'est une conquête qu'il va falloir réexpérimenter tout au long de la vie, à différentes étapes, qu'il faut remettre en chantier, qu'il faut remettre au travail, remettre en jeu. On pourrait dire même qu'une intersubjectivité tranquille, sûre, cool, est une intersubjectivité qui de temps en temps peut renoncer à elle-même. Et ce sera comme ça probablement tout au long de notre vie. Et c'est ainsi que je reviens au groupe, après peut-être un trop long détour, excusez-moi, mais je reviens au groupe parce que il y a différentes situations dans lesquelles justement on peut reperdre quelque chose, rejouer à perdre quelque chose de cette intersubjectivité. Ce sont les expériences émotionnelles partagées, ce sont les expériences amoureuses évidemment, mais peut-être que ça... c'est redondant avec le terme d'expérience émotionnelle partagée, mais ce sont des situations groupales, justement. Et par exemple, il me semble que si les adolescents ont un tel plaisir à fonctionner en groupe, on a déjà dit beaucoup de choses concernant les bandes d'adolescents. Souvent, les travaux ont analysé le fonctionnement des bandes en termes plus névrotiques, entre guillemets, c'est-à-dire avec la dynamique d'un leader et des identifications des membres de la bande aux espoirs, aux idéaux du leader. Ceci est bien sûr important et tout à fait juste, mais je crois qu'il y a un autre niveau d'analyse du fonctionnement groupal chez les adolescents, c'est que les adolescents, au moment de cette période très particulière de leur vie, de transformation physique et psychique, vont remettre en jeu justement leur intersubjectivité en trouvant un certain plaisir ou une certaine anxiété, ou un certain plaisir de l'anxiété, ou une certaine anxiété du plaisir, à redissoudre quelque chose de leur intersubjectivité, c'est-à-dire de leur identité individuelle. C'est pas le propos d'aujourd'hui, mais on sait bien maintenant qu'il y a des analogies entre le fonctionnement des bébés et le fonctionnement des adolescents, et les différents colloques qui ont été organisés par la revue Carnet Psy, avec Alain Braconnier, moi-même et d'autres, sur les points de convergence entre bébés et adolescents, sont quand même très, très instructifs à ce sujet. Alors le fonctionnement en groupe, est un lieu privilégié pour retravailler la question de l'intersubjectivité, alors soit pour la travailler chez des bébés ou des enfants très archaïques qui ont du mal à la mettre en place, soit pour la retravailler chez certains enfants chez lesquels cette intersubjectivité est plus ou moins précaire.
Pourquoi est-ce que le groupe est si utile par rapport à cette question? J'aurais envie de pointer 3-4 lignes, je ne ferai que les citer là. Bon, malheureusement, j'aurais aimé être là pour pouvoir reprendre ces choses-là dans la discussion, mais bon, d'autres discussions auront peut-être lieu un autre jour. En tout cas, il est certain que le groupe, et c'est quelque chose qui va être en filigrane de cette construction d'intersubjectivité. Le groupe est un lieu privilégié aussi pour travailler la question de la bisexualité psychique chez les enfants. En effet, Didier Houzel a bien montré que la bisexualité psychique ne se pose pas qu'en termes d'objets totaux, mais aussi en termes d'objets partiels, avec notamment les fameuses paires contrastées, notamment la paire qui oppose le dur et le mou. Hein, avec tous les prolongements de la mauvaise élaboration, de ce clivage entre le dur et le mou dans notre pratique, dans nos modèles, dans nos conflits même entre professionnels. Mais la question de la bisexualité psychique se pose aussi au niveau des enveloppes et à la lumière des stéréotypes habituels. Didier Houzel a très souvent proposé l'idée que la fonction de contenance du groupe renvoie bien sûr plus au registre du holding, donc du maternel et du féminin, alors que la fonction de limite des enveloppes renvoie davantage à la fonction de régulation, à la fonction de limite, à la loi dans le registre plus paternel ou masculin. Et il est évident que le groupe, si le groupe peut travailler un bon équilibre entre ces deux composantes de holding et de limite, eh bien, il aide considérablement les bébés, les enfants, à construire leur propre bisexualité psychique. Didier Houzel, je le cite encore, dans le cadre notamment du groupe Wayne francophone, avait bien montré que chaque fois qu'un bébé, chaque fois qu'un enfant, chaque fois qu'un très jeune enfant rencontre des personnes qui ont bien élaboré leur propre bisexualité psychique au niveau d'eux-mêmes ou au niveau des liens entre les parents, entre les professionnels dans une équipe, eh bien le bébé va pouvoir utiliser ce dosage pour sa croissance et sa maturation psychique. Chaque fois qu'au contraire il rencontre des personnes ou des liens entre les personnes ou des dispositifs qui n'ont pas bien équilibré ces deux composantes, alors au contraire il va jouer le clivage et la désunion. Et bien entendu, le groupe analyse, le groupe thérapeutique qu'on propose aux enfants est un lieu central pour travailler cette dialectique entre ces deux composantes et proposer aux enfants justement une construction possible de leur propre bisexualité psychique au niveau des enveloppes avant qu'elle soit reprise au niveau des objets partiels et des objets totaux. Mais on sait aussi que le groupe est un objet malléable, pour prendre les termes de Marion Milner. Il est un objet transformationnel, si on préfère se référer à Christopher Bolas, et de ce point de vue-là aussi, il va représenter, on le sait bien, une sorte de mémoire vivante pour les enfants, c'est-à-dire que de séance en séance, quelque chose d'eux peut s'inscrire dans le groupe, qui va être repris ensuite de séance en séance, une empreinte, une trace, un vestige, en creux, mais en creux vivant, et qui soit surtout quelque chose de... malléable ne veut pas dire mou, bien entendu, car le mou serait du côté de la perte, mais malléable, c'est surtout de l'inscription vivante. Et la troisième dimension, après la bisexualité psychique et la malléabilité, le groupe permet évidemment une fonction narrative. Dans l'hôpital de jour que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années, l'hôpital de jour qui avait été créé par Michel Soulet à l'Institut de Périculture de Paris, dont j'ai eu la responsabilité de 1983 à 1993, comme dans beaucoup d'hôpitaux de jour s'occupant d'enfants très, très archaïques, il y avait des groupes, différents groupes, organisés autour de médias différents, et un des groupes tout à fait passionnants était ce que les éducateurs appelaient le groupe Histoire. Le groupe Histoire où c'était pas tant de raconter des histoires, mais c'était le groupe lui-même qui en tant qu'objet groupal, c'est-à-dire pas des enfants et des adultes, mais adultes et enfants formant un groupe qui, au fil des séances, se racontait sa propre histoire et ses propres accidents qui pouvaient émailler bien sûr l'histoire de ce groupe. Alors, je voudrais terminer maintenant en évoquant l'expérience de Loxi, mais juste pour
résumer ce que je viens de dire dans cette deuxième partie, il me semble vraiment que l'aide du groupe est fondamentale pour les enfants, pour les aider à construire leurs enveloppes psychiques, en dérivation des enveloppes groupales, leurs enveloppes psychiques, et donc à équilibrer leur bisexualité psychique, fondamentale pour les enfants pour éprouver une certaine malléabilité, une certaine narrativité, et ces trois axes me paraissent tout à fait être en filigrane, en arrière-plan de la question de l'intersubjectivité. Aider les enfants autistes ou psychotiques à se construire, c'est pas seulement leur faire accéder à l'intersubjectivité, c'est leur faire accéder à l'intersubjectivité, mais immédiatement par le groupe, les mettre en mesure de la réexpérimenter, de régresser dans une espèce d'en-deçà de l'intersubjectivité de manière dialectique entre en deçà et au-delà, ce temps essentiel évidemment de la construction de l'enfant. Sans cet accès consolidé et stabilisé à l'intersubjectivité par le groupe, il n'y a évidemment, je le redis, aucun moyen de voir la pensée ou le langage se développer, car la pensée et le langage supposent une existence stable de l'objet. Je termine donc en évoquant les travaux de Logsy. Quand je dis Logsy, il faudrait dire l'Institut Emmy Pichler de Budapest. Logsy est un des quartiers de Budapest. Cette institution a été créée en 1946 par Emmy Pichler, qui était pédiatre et qui se trouvait à ce moment-là au carrefour de plusieurs courants de pensée, la psychanalyse bien entendu, mais aussi le courant pédagogique, qui est très fort, qui est toujours très fort en Europe centrale, et qui était en tout cas très fort en Europe centrale à ce moment-là, et puis le courant pédiatrique qu'elle incarnait elle-même, puisqu'elle était pédiatre. Et depuis 1946 jusqu'à maintenant, cette pouponnière fonctionne, elle est toujours en difficulté pour se maintenir, mais enfin elle fonctionne, et c'est devenu un lieu tout à fait pilote pour l'aide au développement des enfants. Lors du 50e anniversaire de Logsy à Budapest, plusieurs personnes y avaient été, dont Serge Lebovici, Daniel Stern, Michel Soulet, Didier Houzel, et ça avait été une étape tout à fait importante dans ma trajectoire personnelle. Là, il y a quelques semaines, c'était le 60e anniversaire de Logsy, et je suis donc retourné et j'ai eu le privilège de pouvoir faire une observation moi-même des enfants à Logsy, un groupe d'enfants très jeunes, des bébés de moins d'un an ou autour d'un an, et des enfants un petit peu plus grands, 2 à 3 ans, et vraiment, tout d'un coup, ça m'a aidé beaucoup à penser la question du groupe, les apports du groupe dans le développement de l'enfant. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant terminer dans les quelques minutes qui me restent. Le fonctionnement de Logsy repose, et il y a de multiples aspects dont Myriam David et Geneviève Appel ont bien sûr beaucoup parlé. C'est leur livre « Le maternage insolite » qui avait été le premier acte du relais des travaux de Logsy en France, et maintenant on sait que ces idées imprègnent un certain nombre d'institutions pour enfants très jeunes. Mais en tout cas, parmi les multiples aspects de l'expérience de Logsy, il y a un élément qui est très, très, très important, qui est la dialectique entre des moments de rencontre individuelle très intimes, très, très proches entre la nurse, on les appelle comme ça là-bas, c'est-à-dire l'adulte qui s'occupe du bébé et le bébé, et des moments d'activité libre où après la rencontre, le bébé va être déposé dans la pièce, non pas tout seul, mais un petit peu à distance de l'adulte qui va s'occuper d'un autre enfant, à côté de l'adulte, et où on va voir entre ces deux temps, et des reprises groupales ensuite, des choses tout à fait importantes se passer. Pendant le moment de rencontre individuelle, l'idée de Logsy, c'est que dans une famille, si une rencontre individuelle entre un parent et un enfant se passe mal, c'est dommage, c'est triste, mais bon, la vie est longue et il y aura d'autres moments structurants pour l'enfant. Alors que là, il s'agit d'enfants qui ont des trajectoires existentielles extrêmement difficiles, qui sont privés d'histoire, dont on ne sait pas grand-chose, qui sont confiés à l'adoption, qui sont plus ou moins abandonnés. En tout cas, en 1946, c'était des enfants dans des situations épouvantables.
Et donc chaque moment de rencontre avec un adulte doit être, si possible, réussi, car c'est vital pour le bébé. Alors ces moments donc sont des moments, alors je vais reprendre les termes de Donald Melzer, le moment du change, le moment du repas, le moment de l'accompagnement au lit pour dormir, sont des moments qui sont un petit peu pensés comme des moments d'attraction consensuelle maximum. C'est-à-dire que la nurse est dans une distance à l'enfant, un petit peu la distance de l'allaitement, et où avec la voix, avec les gestes, avec le rythme, avec ses mimiques, elle va l'aider à commodaliser quelque chose pour qu'il puisse finalement prendre conscience émotionnellement de son existence comme un être différent de lui. Et puis, et je pense que pendant ces moments-là, le travail essentiel de l'enfant, au fond, c'est de symboliser quelque chose de cet objet particulier, la nurse, et de le symboliser en même temps que ses vécus subjectifs à lui. Ensuite, quand ce moment est terminé, l'enfant donc est placé un petit peu à côté, pour des moments d'activité libre avec quelques jouets, et on voit là l'enfant pas du tout ni seul, ni vide, mais au contraire dans un vrai travail psychique, comme s'il essayait de symboliser, de pré-symboliser ou symboliser quelque chose de la rencontre qui vient d'avoir lieu. Il peut le faire avec des éléments de son propre corps, je pense aux identifications intracorporelles de Geneviève Hague, aux boucles de retour, aux points de rebond, etc. Il peut le faire avec des objets, et les jouets de l'Oxy sont pensés justement dans une certaine sobriété pour qu'on puisse observer tout ça. Et on voit vraiment l'enfant, non pas tout seul, mais en activité libre, retraduire, refigurer quelque chose dans ces processus de symbolisation précoce de la rencontre qui vient d'avoir lieu. Et puis peu à peu, les autres enfants arrivent, un groupe se constitue. Vous voyez, là encore, j'ai dû faire un certain détour pour revenir au groupe, mais le groupe va avoir quelque chose de tout à fait important à ce moment-là. J'y reviens dans un instant. Ce que je voulais souligner, c'est que cette observation de l'alternance entre les moments individuels de rencontre avec l'enfant et de moments d'activité libre, puis de groupe, quand on est pris vraiment dans cette observation, on se dit que l'opposition entre les processus de symbolisation en présence de l'objet, sur lesquels insiste tant la théorie de l'attachement, et les processus de symbolisation en absence de l'objet, sur lesquels insiste bien sûr la psychanalyse, c'est une opposition qui est beaucoup trop radicale, c'est une espèce de clivage très coûteux. En réalité, c'est probablement chez l'enfant, il y a deux types de processus de symbolisation nécessaires pour la construction de sa personne, puis pour l'émergence de sa pensée et du langage. Il y a des processus de symbolisation nécessaires en présence de l'objet et des processus de symbolisation en absence de l'objet qui sont nécessaires en dialectique. Alors, je reviens au groupe, moment de rencontre individuelle, moment d'activité libre, puis groupe des enfants avec les nurses, et on voit à ce moment-là le groupe comme une incroyable matrice qui aide l'enfant justement, non pas à vivre ces trois moments comme clivés, mais à les mettre dans une espèce de continuum, parce que dans le groupe, et je crois que c'est des choses qui sont tout à fait efficaces aussi dans les groupes thérapeutiques, le groupe n'est pas tout un en permanence, il y a des moments groupaux tous ensemble, mais il y a des moments où les enfants peuvent être seuls dans le groupe, et il y a des moments où les enfants peuvent être à côté des autres, mais pas forcément impliqués dans un fonctionnement groupal. Et cette expérience de l'Oxy, bon, bien sûr, je la connais, je connais beaucoup d'entre nous, on a lu beaucoup de choses, on a vu des films, mais une autre chose encore est de voir sur place ce qui se passe, et je suis persuadé que cette observation que je viens de faire à l'Oxy va m'aider à conceptualiser davantage les effets thérapeutiques des groupes d'enfants, des groupes analyses. Il me semble que là aussi dans le groupe, on peut aider les enfants, soit tous ensemble, soit seuls dans le groupe, à refigurer quelque chose, à pré-symboliser, resymboliser quelque chose, des rencontres individuelles qui ont pu avoir lieu juste avant ou juste après, enfin de séance en séance.
Voilà, je crois que j'arrive un petit peu au bout de ce que j'aurais eu envie de dire si j'avais été là en personne, de ce que j'ai essayé de dire sans être là en personne dans le groupe, comme je le disais au début. Encore une fois, je le regrette infiniment. Si je devais résumer mon propos, eh bien, il me semble que notre réflexion actuelle sur l'impact des groupes thérapeutiques dans la construction du soi de l'enfant et puis dans l'aide à ces processus à l'émergence de ces processus de pensée et de langage, eh bien on a plusieurs sources d'inspiration actuelles. Par exemple, ces expériences de Logzi qui ont déjà maintenant 50-60 ans mais qui n'ont pas fini encore de nous donner tous leurs fruits pour notre réflexion. Et puis on a bien sûr tous les apports beaucoup plus actuels de la psychiatrie du bébé, de la psychologie du développement précoce, et en filigrane de tout ça, et qui peut faire le pont, comme toujours, ce fameux pont si difficile entre l'intra-psychique et l'interpersonnel, la réflexion psychanalytique à laquelle nous sommes tous, je le pense, les uns et les autres, attachés. Je vous remercie beaucoup de votre attention et encore une fois, je m'excuse de mon absence qui ne vous permettra pas de me symboliser en ma présence. Merci beaucoup.